En ce mois de septembre, peut-être avez-vous repris des engagements associatifs ou des rendez-vous culturels. Eh bien, on va voir que la culture, les sciences et l'humanisme n'étaient pas non plus étrangers à François de Sales avec notre invité du mois. Bonjour Christian Regat. Bonjour Vanessa. Merci à vous d'avoir accepté de témoigner pour ce nouveau numéro d'Esprit de Cordée. Historien, vous avez écrit différents ouvrages sur Annecy, sur l'histoire de sa cathédrale ou encore de l'évêché. Vous êtes président d'honneur de l'Académie salésienne, l'une des sociétés savantes de notre territoire qui se place sous le patronage de François de Sales. François de Sales qui avait en personne, avec Antoine Favre et d'autres nobles, fondé l'Académie Floris-Montane. Quel était le rôle de cette académie savante? Est-ce qu'elle était moderne, ouverte dans sa manière d'appréhender les sciences et les lettres ou pas tant que ça? C'était quelque chose de très moderne. C'est la première académie de langue française. Il y avait des académies en Italie, c'est un peu sur le modèle de ces académies italiennes. Et l'idée très chère à François de Sales, qu'il partageait avec son ami Antoine Favre, c'était de réconcilier la science et la foi, les deux choses étant inséparables. Et donc, cette académie regroupait des gens qui étaient tous des intellectuels de haut niveau, mais des gens aussi qui avaient la foi chevillée au corps, des gens qui étaient très croyants. Et donc, ils débattaient de tous les sujets. Pour vous donner un exemple, la première réunion, elle a été consacrée à étudier la navigation en s'orientant avec les étoiles. Donc vous voyez que c'est un sujet purement scientifique. Alors on abordait toutes sortes de sujets, de sciences, d'histoire, de philosophie, de théologie, de toutes sortes. Et une fois que les académiciens avaient débattu entre eux, ils organisaient une conférence publique à l'attention de tous les Annéciens qui voulaient y participer pour faire part de ce qu'ils avaient trouvé, de leur façon de voir les choses. Vraiment cette idée de vulgarisation. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Rendre accessible. Et est-ce qu'ils arrivaient à se détacher de leur foi pour accepter le progrès des sciences de l'époque ? Alors, mais il n'y avait pas à se détacher de la foi, justement. C'est que le progrès des sciences, il était au cœur de la foi pour François de Sales. Et notamment, eh bien, il l'a bien montré en protégeant un de ses professeurs du collège d'Annecy qui enseignait les théories de Galilée au moment même où on faisait le procès de Galilée. Bon, ça en dit long sur le bonhomme. Pour vous qui connaissez sur le bout des doigts tant de pages de l'histoire de la Savoie, qu'est-ce que représente ce personnage de François de Sales, justement ? Alors, c'est un personnage majeur. Hein. Encore aujourd'hui, il marque, on pourrait dire, le paysage de la Savoie. C'est un évêque de la Contre-Réforme. Donc, c'est lui qui a, on pourrait dire, rechristianisé le diocèse après la grande crise de la Réforme. Et on pourrait dire que certainement aujourd'hui encore, on vit pour une part sur la lancée de ce que François de Sales a pu faire à son époque. Alors évidemment, c'était un évêque, mais un évêque qui se préoccupait beaucoup de l'enseignement, qui se préoccupait aussi de restaurer la vie religieuse, qui était en complète décadence. Donc pour lui, son objectif, c'était de fermer les monastères, mais il n'était pas hostile à la vie religieuse. La preuve, c'est la fondation de la Visitation. Qui était un monastère, mais sous un jour nouveau, finalement. Sous un jour nouveau. Et pour François de Sales, tout réside dans le juste milieu, dans l'équilibre. Il ne s'agit pas de faire des exploits ascétiques. Les visitandines, c'est une ascèse intérieure, mais pas des grands jeûnes, se lever au milieu de la nuit. Non, pas du tout. Un ordre ouvert d'ailleurs aux personnes de mauvaise santé Tout à fait. Ou aux femmes qui étaient veuves. Quand vous parlez d'un personnage de la contre-réforme, le dialogue avec les protestants, là aussi, était fondé sur la raison. Quelque chose d'étonnant. Quand François de Sales était en mission dans le Chablais, il est allé au moins 2 fois rencontrer Théodore de Bèze, le successeur de Calvin, avec l'autorisation du pape. Il y est allé habillé en civil, etc. Mais à une époque où le frère qui pensait pas pareil en face, on le trucidait, d'aller dialoguer avec lui, c'était quand même une attitude tout à fait remarquable, tout à fait exceptionnelle. Plus personnellement, est-ce que la spiritualité salésienne vous parle, vous touche ?
Oui, beaucoup. Beaucoup parce que François de Sales nous dit des choses qui sont, je crois, accessibles à tout être humain et fondamentales. Pour lui, l'amour a trois... D'abord, tout est basé sur l'amour. Tout vient de l'amour, tout se fait par l'amour, et le but, c'est l'amour. Donc, ça, c'est simple. Mais cet amour, il a trois dimensions pour François de Sales. L'amour de Dieu, l'amour des autres et l'amour de soi. Et ça, c'est très, très important. Parce que quelqu'un qui ne s'aime pas soi-même, il ne peut pas aimer ni les autres ni Dieu. Et François de Sales dit toujours, mais soyez vous-même, acceptez-vous comme vous êtes et épanouissez-vous dans ce que vous êtes. Soyez ce que vous êtes et soyez le bien. Tout à fait. François de Sales dit, mais pourquoi vous voulez toujours labourer le champ du voisin? Travaillez donc votre champ. Pourquoi voulez-vous construire des châteaux en Espagne s'il vous faut vivre en France? Donc, c'est là où Dieu nous a plantés qu'il faut savoir fleurir. Et ça me semble vraiment quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui vous a guidé dans votre vie personnellement? Oui, tout à fait. Et l'idée aussi que tout doit s'obtenir par la douceur et non par la force. Et c'est d'autant plus remarquable que François de Sales avait un caractère violent. Il était coléreux. Et sa douceur, elle a été acquise, elle ne lui était pas innée. Il a travaillé sur lui-même, il a donné l'exemple. Il a travaillé sur lui-même, bien sûr. Vous qui connaissez bien les moines de Tamier, qui travaillaient sur l'histoire de ce monastère-là, est-ce que vous sentez des accointances entre leur spiritualité puis celle de François de Sales? Alors, les cisterciens, c'est quand même assez différent. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Puis alors, à l'époque de François de Sales, ils n'étaient pas très brillants. Ouais. Hein. Donc, François de Sales avait fait un projet de supprimer tous les monastères du diocèse pour les remplacer par des ordres nouveaux qui se référaient aux préceptes du Concile de Trente. Hein. Voilà, ils voulaient mettre des Ursulines, ils voulaient mettre des Feuillants, etc. Mais tous les grands ordres traditionnels, son objectif, c'était de les mettre à la porte. Alors, ça n'a pas marché. Il n'a pas réussi. Il a essayé d'en réformer un, c'est à Loire, où là, il a essayé de réformer la communauté. Ça a été très difficile, puisque les moines ont essayé de tuer à coups de pistolet le prieur qu'il leur avait donné. Donc vous voyez que ce n'était pas gagné d'avance. Bon, il a quand même réussi un minimum de réforme à Talloires, mais c'était vraiment très, 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 très difficile. Il y a eu des combats, y compris sur le plan religieux. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote ou une page d'histoire de François de Sales que vous aimez bien? Alors, je reviendrai peut-être à mon histoire des Barnabites à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Ce qui me frappe chez François de Sales, c'est son désir de développer la connaissance. Pour lui, la source de beaucoup de problèmes, c'est l'ignorance. Donc, il va, dans tous les domaines, privilégier la connaissance. Quand il était en mission jeune prêtre dans le Chablais, vous savez bien qu'il tenait une sorte de journal dont il était le rédacteur en chef et le seul rédacteur qu'il allait distribuer sous les portes des gens en utilisant l'imprimerie qu'il avait fait venir. Quand il est devenu évêque, il n'avait pas gardé, semble-t-il, un souvenir impérissable de ses études au collège chapuisien à Annecy. Et il a fait venir une congrégation de spécialistes de l'enseignement. Il aurait pu faire venir les jésuites, qui avaient des collèges réputés. Il a choisi les Barnabites, qu'on appelle ainsi parce que leur église à Milan s'appelle l'église Saint-Barnabé, tout simplement. Et il leur a confié le collège d'Annecy. C'est donc là que le père Redento Baranzano enseignait l'héliocentrisme. Hein. Au moment même, vous nous le disiez, où Galilée était attaqué. Où avait lieu le procès de Galilée. Et il les a installés aussi à Thonon. Et à Thonon, il avait conçu un grand complexe où il devait y avoir un collège, il devait y avoir un séminaire, c'est là que devait être le séminaire, et une université. Et dans le fond, le projet qu'a toujours eu François de Sales, c'était de mettre le siège du diocèse à Thonon. Ça, c'était son projet. Bon, ça, il n'a pas pu réaliser. Les Barnabites ont ensuite ouvert aussi un collège à Bonneville.
Et tout cela a eu une longue postérité, puisque le collège chapuisien, en 1888, il a déménagé et changé de nom. Il s'appelle aujourd'hui le lycée Berthollet, mais c'est toujours le même établissement. Et celui de Bonneville, il est devenu le lycée Guillaume Fichet. Donc, on voit bien que là, il y a eu des choses profondes qui ont été semées. Mais c'est très intéressant de voir aussi que à Thonon, à la Sainte Maison de Thonon, François de Sales a voulu aussi qu'on mette des presses d'imprimerie pour apprendre aux élèves à utiliser les moyens de communication modernes. C'est donc, je trouve, très intéressant pour notre époque, parce que c'est tout à fait en harmonie avec notre époque. Eh ben, merci beaucoup Christian Regan de nous avoir partagé comment François de Sales vous touche et puis toutes vos connaissances à son sujet. Belle continuation à vous. Merci Vanessa.